Merci d'être avec nous, merci de nous rejoindre. Comme tous les matins, vous le savez, nous sommes en direct et le lundi, nous accueillons avec grand plaisir de New York notre correspondant Sébastien Lévy. Bonjour Sébastien. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous toujours en direct et c'est important de vous entendre après ces élections américaines, ce qui se passe sur la scène internationale aux États-Unis. Alors on va peut-être commencer, Sébastien, si vous le voulez bien, par cette une de New York Post est titrée de Final Insult, où on voit Joe Biden sortir avec un livre sous le bras, un livre d'un intellectuel palestinien qui s'appelle Rachid Khalidi. Alors pourquoi ça fait polémique? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Alors pourquoi ça fait polémique? Parce que cet intellectuel palestinien est extrêmement critique envers Israël. C'est vraiment un euphémisme. Il a vraiment des propos extrêmement durs. Il a récemment donné une interview à Haaretz, ou une interview fleuve d'ailleurs, et où il tient des propos extrêmement durs. Là, vous parlez je ne l'ai pas lu, mais effectivement les propos durs. Après, si je veux être un petit peu malicieux, je pourrais dire que on risque pas d'avoir une polémique de ce genre avec Donald Trump, puisqu'on sait que Donald Trump est extrêmement réticent à la lecture. Et si on part après, à part cette malice-là, on peut dire finalement que Joe Biden, il a été attaqué de tous les côtés à cause de cette une. Il a été attaqué par l'aile droite. Il faut savoir que le New York Post est possédé par Murdoch. Et donc, c'est le Wall Street Journal, c'est Fox News. Et donc, c'est une presse qui a toujours été extrêmement agressive envers Biden, et qui a toujours utilisé Israël pour montrer que Joe Biden ne soutenait pas assez Israël. Mais ce qui est terrible pour Joe Biden, c'est qu'il est aussi attaqué par la plus à gauche, la plus pro-palestinienne de l'opinion publique, en disant que too little too late, ça ne montre rien. Joe Biden demeure le complice des génocidaires. Donc, de toute façon, il prend malheureusement pour lui. Il est attaqué de tous les côtés à cause de cette une. Je pense que c'est assez injuste en tous les cas de la partie pro-attaquer Biden là-dessus. Je pense que s'informer, lire, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec la thèse d'un livre. Donc je pense que c'est un mauvais procès qui est fait à Biden au regard de tout ce qu'il a fait pour Israël. Un mauvais procès à Biden. Alors l'actualité aussi, c'est évidemment cet accord avec le Hezbollah qui a été conclu il y a quelques jours maintenant avec Israël. D'abord critiqué par Netanyahou. Quel a été le rôle des États-Unis finalement dans cet accord, Sébastien? Bon, alors on sait que l'administration Biden a fortement poussé pour cet accord, et au début c'est vrai que Netanyahou a été assez critique envers cet accord dans la façon dont il en a parlé, puisqu'il a dit que en fait à mot couvert il disait qu'il l'avait dû faire parce que les États-Unis lui avaient forcé la main. C'était aussi un moyen sans doute de se dédouaner par rapport à son aile droite. Et puis les critiques finalement se sont apaisées. Sans doute parce que cet accord, il est souhaité non seulement par Biden, mais sans doute par Trump, qui souhaite en fait que la situation se calme le plus rapidement possible. Il avait dit pendant sa campagne, il voulait apporter la région. C'est possible qu'il y ait un certain degré de coordination entre Biden et Trump. Je n'en sais rien, c'est juste une conjecture. Ce qu'on sait, c'est que Donald Trump n'hésite pas aujourd'hui à prendre position sur un certain nombre de sujets, notamment sur le libre-échange. Et donc, si vraiment l'accord avait été contre ce qu'il pensait, je pense qu'il l'aurait fait savoir. Et d'ailleurs, c'est à cette aune qu'on peut voir que finalement, les critiques de la part d'Israël envers cet accord et le rôle des États-Unis, les critiques se sont fortement affaiblies, parce que sans doute aller contre Biden, c'était aussi aller contre Trump, et Netanyahou s'est rendu compte que c'était pas dans son intérêt. Donc oui, les États-Unis ont joué un rôle majeur, et il y a sans doute un accord bipartisan sur ce sujet. C'est l'intérêt à la fois de Joe Biden, mais aussi de Donald Trump. C'est un intérêt américain et pas un intérêt partisan. Alors, on parle de cet accord avec le Hezbollah. C'est intéressant aussi parce que Donald Trump a déclaré que l'homme d'affaires libano-américain Massad Boulos serait son conseiller principal pour les affaires arabes et du Moyen-Orient. C'est une personnalité qui émerge de plus en plus sur la scène politique américaine, Massad Boulos. Oui, Massad Boulos, c'est un personnage qui compte, dont on a beaucoup parlé pendant la campagne. Il a servi un petit peu de liaison avec l'électorat arabo-musulman, notamment dans le Michigan. Il a joué un rôle important, et il a notamment tenu à rassurer les électeurs arabo-musulmans et de dire que finalement Trump était une meilleure alternative que Harris, et que finalement Trump amènerait la région et un cessez-le-feu plus rapidement que Harris au vu égard de la politique de Biden. Donc il a un rôle important. Ce qui est très intéressant dans cette nomination, c'est qu'elle traduit pas mal de choses en fait dans la façon d'opérer de Trump. Tout d'abord, il y a chez Trump, on en a déjà parlé à cette antenne, je dirais l'obsession de la loyauté, et rien ne vaut que la loyauté quelqu'un qui est de sa propre famille. Donc parfois la loyauté, ça vaut népotisme. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que ce monsieur Boulos est également le père de son gendre, donc pour une de ses filles qu'il vient de marier, sa fille cadette. Ce qui est intéressant, c'est que dans le même temps, le népotisme, il vient de nommer ambassadeur à Paris
le beau-père de son autre fille. Donc, vous voyez, il y a vraiment un cadeau pour chacune de ses filles. Et népotisme également parce que Lara Trump aujourd'hui est la chef du Parti républicain, donc ça traduit vraiment l'obsession de la loyauté chez Trump. Un autre aspect de cette nomination, c'est que Trump a une approche transactionnelle et il souhaite finalement plutôt des hommes d'affaires pour négocier des deals. C'est comme ça qu'il voit Monsieur Boulos, qui vient plutôt du monde des affaires, de la même façon qu'il a nommé un autre conseiller sur le Proche-Orient, Steve Witkoff, qui est un homme d'affaires, son partenaire de golf. Et ça traduit la troisième chose chez Trump. Trump aime mettre en concurrence des gens sur un même thème. Vous allez avoir là quelqu'un d'origine. Quelques coupures avec Sébastien Lévy, notre correspondant à New York. Sébastien, on vous a retrouvé. Vous êtes là, on vous entend. Alors allez-y. Et donc, je parlais de l'aspect mettre en concurrence des conseillers. Ça fait vraiment partie de la façon dont Trump aime opérer. Il aime opérer avec un certain chaos autour de lui. Diviser pour mieux régner. Que le meilleur gagne. Donc, c'est ça. Diviser pour mieux régner. Il se trouve que sur le dossier proche-oriental, c'est vrai que ça risque d'être sportif entre quelqu'un qui est plutôt lié à la famille Frangier au Liban, donc assez anti-israélienne, et un juif très très pro-Israël, à peu près sur le même portefeuille, donc sur les affaires proche-orientales. Ça risque d'être sport, mais ça fait partie vraiment de la façon d'opérer de Donald Trump. Alors, on parle de Donald Trump, effectivement, et aussi, on a parlé de cet accord avec le Hezbollah, on parle aussi de l'Iran. Quelle est la position, justement, de Donald Trump à propos? Qu'est-ce qu'on peut dire de la position de Trump sur ce sujet-là? Alors, globalement, dans l'administration qu'il met en place, vous avez plutôt des faucons par rapport à l'Iran. Mais en même temps, et c'est toujours le en même temps chez Trump, il y a aussi cette approche transactionnelle qui pourra peut-être d'ailleurs porter des résultats peut-être même peut-être un peu différents de ce que Biden avait avec son approche un peu plus traditionnelle. Donc l'approche transactionnelle de Trump, elle est entendue extrêmement clairement en Iran. Et puis il y a aussi le côté imprévisible de Trump qui fait qu'aujourd'hui l'Iran est extrêmement réticent à répondre à Israël. On attendait une riposte et qui n'a pas eu lieu. Et on sait que Trump, en même temps, dans son approche transactionnelle, il n'est pas exclu qu'il vienne avec à la fois une approche extrêmement dure envers l'Iran, mais la volonté aussi de parvenir à un deal. Donc tout est ouvert là-dessus. Il risque sans doute d'y avoir une pression extrêmement forte sur l'Iran lorsque Trump prendra ses fonctions, mais il n'est pas exclu que ça puisse aussi conduire, par son imprévisibilité, le régime des mollahs à finalement être un petit peu plus flexible. C'est aussi à cette aune, d'ailleurs, qu'on peut voir aussi l'accord qui a eu lieu, parce que le Hezbollah n'aurait pas accepté cet accord sans l'aval des Iraniens. Et il est possible, encore une fois, que l'approche un petit peu non conventionnelle de Trump ait poussé les Iraniens à dire au Hezbollah d'arrêter et donc d'accepter cet accord. Donc là encore, tout est ouvert. Pression maximale, mais possible également à terme d'arriver à un accord. Donc tout est possible avec Trump, aussi dans cette approche non conventionnelle dont on a parlé. Eh bien, merci beaucoup Sébastien Lévy. Merci pour toutes ces informations et ces précisions sur ce qui se passe aux États-Unis. Effectivement, on peut vous retrouver Sébastien chaque lundi matin et également en podcast sur notre site internet radioj.fr. Si vous avez pris cette interview en cours de route, n'hésitez pas à retrouver Sébastien sur nos réseaux sociaux. Merci infiniment. Vous restez avec nous dans quelques